Et avec nous donc ce soir, Éric Coquerel. Bonsoir Monsieur Coquerel. La tension hospitalière, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez écrit il n'y a pas très longtemps un moratoire concernant le projet de l'hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen. Vous dénoncez d'ores et déjà un manque de lits. Vous savez, sur ma circonscription pleine commune, c'est plus 185% de mortalité pendant le confinement. C'est malheureusement le record après Mulhouse. Donc effectivement, je suis plus qu'on concerné, comme malheureusement partout dans le pays. Moi, je crois que la stratégie globale est à interroger aujourd'hui. D'abord, premier point, on ne s'en sortira pas seulement avec le vaccin. On va s'en sortir avec le vaccin, mais ça va prendre du temps. Et il faut être capable d'aller voir toutes les solutions de vaccins. Je pense à ceux dont on nous moquait il y a peu de temps, comme le vaccin russe, que Mme Merkel commande. Pourquoi pas le vaccin chinois? Ça, c'est la stratégie vaccinale. Ensuite, il faut très certainement penser qu'on en a pour des mois et qu'il faut réorganiser notre vie en société. On propose, nous, un système par rotation, c'est-à-dire qu'on ait des horaires décalés qui permettent de ne pas tous partir en même temps. Et alors là, il y a une chose, en tout cas, à ne pas faire. C'est ce que vient de faire aujourd'hui la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ursula von der Leyen. Voilà, Madame Chezet. Non, Mme Chezet. Je croyais que vous parliez de la Commission européenne. Non, je parle de Mme Chezet, qui tout à l'heure est intervenue pour dire qu'il ne fallait pas d'indulgence sur les gens qui sont dans des embouteillages autour de 18 heures et qui devront payer 135 € multiplié par le nombre de gens qui sont dans une voiture. Ça, c'est pas la bonne solution. Le couvre-feu, on sait que ça contraint tout le monde à rentrer en même temps. C'est une mesure qui a, à mon avis, aucun impact sanitaire. Donc, ne commençons pas à, j'allais dire, agiter comme ça des menaces. Vous craignez que les Français commencent aussi à avoir le sang qui monte? Les Français, ça fait depuis maintenant 1 an que les Français sont très gentils. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors même qu'à certains moments, vous le savez, il y a des mesures annoncées par le gouvernement une semaine après, c'est d'autres mesures qui ont été annoncées. Donc n'allons pas comme ça les menacer par l'argent sur, en plus, des embouteillages créés, parce que quand vous mettez des policiers dans les périphériques pour contrôler, vous créez des embouteillages, et que forcer tout le monde à rentrer à 18 heures est un non-sens dans les grands centres urbains. Donc ça, je pense qu'il va falloir vraiment prendre des positions qui passent aussi, ça c'est mon dada, par la question de l'isolement. Et enfin, vous l'avez dit, redonnons des moyens à l'hôpital public. Ne fermons pas des lits comme le prévoit ce projet hôpital Grand Paris Nord dans ma circonscription ou à Saclay. Autre sujet qui fâche Éric Coquerel, c'est, vous parliez d'argent il y a un instant, on va parler de la dette. Faut-il annuler cette dette Covid? Est-ce envisageable? La dette française représente la somme colossale de 2700 milliards d'euros. Certains souhaitent tout simplement annuler les dettes publiques pour faciliter la reprise. D'autres s'y opposent, Cassandra Mallet. Tout à fait, Soria. En fait, face à la dette Covid 2019, il y a 2 camps. Tout d'abord, un appel a été lancé par plus de 100 économistes. Un appel pour annuler les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne. Le but est bien faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19. Pour ces économistes, plus de 25% de la dette publique européenne est détenue par leur banque centrale. Et donc, vous vous en doutez, il va falloir la rembourser, cette dette, en trouvant de l'argent ailleurs, par exemple en augmentant les impôts ou bien en créant de nouvelles taxes. Et puis en face, il y a les opposants, bien entendu la directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, pour qui l'annulation de la dette Covid-19 est inenvisageable. Ce serait, selon elle, je cite, une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. Pour Christine Lagarde, l'année 2021 sera une année de reprise, créatrice d'emplois et fédératrice. En fait, Christine Lagarde est plutôt confiante. Elle dit que la France est capable de rebondir. Elle se base d'ailleurs sur le 3e trimestre de 2020 qui a connu une croissance de plus de 18%. Et puis il y a aussi François Bayrou qui s'est exprimé. Il est le haut-commissaire au plan et le président du MoDem. Il rejoint d'ailleurs la position de Christine Lagarde. Il plaide pour un plan de reconquête, je cite, un plan Marshall, comme après-guerre pour soutenir toutes les forces du pays, des entreprises aux familles, dans la guerre sur le front de l'épidémie. Et d'ailleurs, le commissariat au plan qu'il dirige proposera dès la semaine prochaine une approche avec un horizon au moins à 3 ans. Merci beaucoup, Cassandre. Éric Coquerel. Elle est confiante, Christine Lagarde. Oui, elle est confiante, mais elle dit déjà une première grosse bêtise. Elle explique qu'on ne pouvait pas annuler la dette à cause des traités européens. Je remarque à Mme Lagarde que nous venons d'exploser les traités européens, et d'ailleurs pour la bonne cause, heureusement qu'on l'a fait, en faisant, pour faire face au Covid, exploser la règle d'or. Vous savez, les 3% de déficit théoriquement imposés aux États. Donc, pour qu'on reconstruise quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de dette qui soit comme une chape de plomb sur
les populations de l'Europe dans les années à venir. Il y a des taxes de créer, d'augmentation d'impôts. C'est hors de question à annoncer. Non, mais ils disent en même temps qu'il n'y aura pas de taxation d'impôts. Alors, je vais vous dire quels sont les impôts que le gouvernement ne veut pas augmenter ou toucher. C'est les impôts des riches. D'accord ? Parce que sa grande spécialité depuis 3 ans, c'est d'avoir, par la suppression de l'ISF, la flat tax, etc., fait des cadeaux mirifiques aux plus riches de nos concitoyens, ce qui fait que l'an dernier, les milliardaires français, tenez-vous bien, ont gagné en plus par rapport à 2019 175 milliards d'euros pendant qu'il y avait 1 million de pauvres en plus. Ils disent qu'ils n'y toucheront pas, je pense que c'est une erreur. Il faudrait un grand plan de pauvreté, par exemple, qui soit financé par une taxe sur la richesse, au moins provisoire. Mais laissez ça de côté. On sait que la question de la dette, elle ne sera pas remboursée. Même des économistes libéraux qui ne font pas partie de l'appel des 100, qui rejoignent nos positions là-dessus, le disent. On fait comment alors, M. Coquerel ? On fait comme, en réalité, cette banque est détenue par aujourd'hui les banques centrales. Donc, elle rachète la dette. Voilà. Et de cette façon, on ne mettra pas des menaces comme ça sur les populations. Parce que ceux qui sont pour dire que la dette, il faudra la payer, ils savent très bien qu'on ne paiera pas le stock de dette. Mais ils savent très bien, par contre, que ça sert à imposer à l'avenir de nouvelles baisses des dépenses publiques. Ou alors des réformes structurelles, comme la réforme des retraites qu'on veut à tout prix nous imposer. Autrement dit, exactement les politiques qui ont tellement affaibli l'État et la santé publique avant le Covid qu'elles expliquent que dans de nombreux pays européens, la plupart, cette crise sanitaire ait pris des telles répercussions sociales. Donc moi, je propose de ne pas refaire ce qu'on a fait pendant des années. Annulons cette dette, commençons par ça, et comme ça, au moins, on pourra effectivement envisager de reconstruire l'économie. Restez avec nous dans ce contexte de crise sanitaire. Il y a une campagne à mener. L'élection présidentielle, c'est dans 15 mois maintenant. Il y a aussi les régionales. Occuper le terrain, faire campagne malgré l'épidémie. Les politiques s'adaptent. Le numérique, les visioconférences et les réseaux sociaux sont leurs nouvelles armes. Serge Siminot, Luc Adrich. 3, 2, 1, top. Jean-Luc Mélenchon en pleine répétition, quelques heures avant son émission en direct, pour présenter une partie de son projet présidentiel. Réalité augmentée, militants présents sous forme d'hologramme, pour un moment interactif, c'est la présidentielle au temps du Covid. Loin des classiques grands meetings, la crise sanitaire change à la fois le calendrier et la forme d'une campagne. Moi, je préfère et de loin les immenses rassemblements qu'on a été capable de faire dans le passé parce qu'ils donnent de la force. À moi, c'est pas rien. Puis à tous ceux qui sont là. Alors c'est un handicap. Il faut arriver à le surmonter. L'émission diffusée cet après-midi aura peut-être une suite, mais des projets de meeting en plein air seraient également prévus à partir d'avril. Chez les socialistes maintenant, les grandes réunions publiques sont transformées en débats sur les réseaux sociaux. Jeudi, le thème, c'était le travail, en présence du premier secrétaire, Olivier Faure. Et si rien ne remplace les estrades, le contact numérique n'a pas que des inconvénients. Il y avait des gens que nous n'aurions certainement jamais vus dans une réunion, dans un meeting, et qui participent parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et donc, on a aussi des publics différents qui se rendent à notre invitation. Et c'est aussi une nouveauté et c'est aussi intéressant. Cette image d'un candidat au milieu des militants appartient au passé proche, juste avant le premier confinement. Pour l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, il faut s'adapter pour passer les messages. Tout ça, pour l'instant, c'est entre parenthèses. Et donc, de ce fait-là, on intensifie plus les investissements en matière numérique pour pouvoir continuer à informer. On essaye d'être aussi un peu plus présent dans les médias. Cette France masquée est préoccupée par les variants et les vaccins, pas par les scrutins. À l'approche des régionales, le risque est bien identifié. Si le climat, sanitaire reste le même sans confinement, mais le couvre-feu et autres qui ne favorisent pas le contact d'ici à juin, il y a fort à parier que les élections régionales connaissent des records d'abstention. En attendant la sortie de la crise sanitaire, les outils numériques prennent la place des réunions publiques et des porte-à-porte. Les applications et les réseaux sociaux sont jusqu'à nouvel ordre les seuls terrains possibles de campagne électorale. Voilà, les élections régionales prévues en mars, reportées en juin. Une France plus préoccupée par le vaccin que le scrutin. Est-ce que ça peut choquer, à votre sens, d'essayer de rapporter des voix par ces temps de crise ? Non, c'est pas rapporter des voix, c'est faire des propositions. Parce qu'on voit bien que ce qui se passe en ce moment est éminemment politique dans la façon de gérer la crise, dans la façon pour laquelle nous sommes arrivés aussi à l'ampleur de cette crise. Donc on sait qu'il y a 2022 bientôt et qu'il est nécessaire justement que soient proposées les différentes solutions. Donc moi, ça ne me choque pas. En plus de ça, c'est vrai qu'un mouvement comme le nôtre, qui est un mouvement dont la caractéristique, c'est justement d'avoir besoin de campagne physique. Vous remarquerez, Jean-Luc Mélenchon
au niveau des courbes de sondage, il a toujours monté au fur et à mesure des campagnes. Un an avant 2017, il était à 8%, il finit à 19% en réalité. Donc il avait le don de se dupliquer aussi avec ses hologrammes. Alors oui, il y a le don de se dupliquer, mais nous, vous savez, on fait partie d'un mouvement où on a besoin du contact avec les gens, on a besoin qu'à un moment donné, on fasse masse, que les gens se sentent forts entre eux, etc. Mais plus sérieusement, Éric Coquerel, on va parler bien sûr des débats politiques qui vont être sur la table. Il y en a un gros en ce moment à l'Assemblée nationale, mais on veut bien sûr parler de la loi dite du séparatisme sur les principes républicains. Vous vous êtes fait beaucoup critiquer pour vos propos lors de des débats à l'Assemblée nationale. Vous voulez revenir dessus ? Ouais, moi je suis un peu inquiet. On va peut-être dire sur l'évolution, en tout cas que ça monte sur entre guillemets nos responsables d'extrême droite, de droite, et puis malheureusement plus largement. Il y a quelques années, quand Mme Le Pen expliquait qu'il fallait bannir le voile des femmes musulmanes qui souhaitaient le porter dans l'espace public, ça a été un scandale. Et aujourd'hui, le scandale, c'est sur quelqu'un qui, comme moi, démonte le discours de ceux qui, en réalité, veulent discriminer dans l'espace public. On va rappeler pour les téléspectateurs qui une seule religion. Ce que vous avez dit. Vous avez reçu donc de nombreuses critiques pour avoir dit que le voile des mariés symbolise une soumission de la femme à son époux. Ce qui est la réalité. Il suffit de lire les épîtres de saint Paul, qui sont très clairs là-dessus, sur le fait que dans la religion chrétienne, comme dans les 3 religions monothéistes, vous avez une base patriarcale importante, et où le mari est la tête, la femme est le corps, et tout ça symbolise ça. Alors quand je dis ça, il faut remettre dans le contexte, je ne sais bien sûr que toutes les femmes qui se marient, qui portent un voile, pour elles ne se soumettent pas à un homme. C'est des choses qui sont écrites dans les textes, mais ce n'est plus forcément la réalité qui traduit la réalité. Mais c'est vrai aussi, aujourd'hui, des femmes qui, dans notre pays, veulent afficher leur foi pour l'islam, ou même fois c'est une culture. La grande majorité, parce que je les connais, il y en a beaucoup dans ma circonscription, aujourd'hui le portent comme un signe de foi et non pas comme quelque chose qui a un rapport avec la soumission. J'ai voulu ce jour-là montrer que la droite était hypocrite quand elle prétextait cette question pour interdire, bannir le voile des universités, le voile de l'espace public, etc. Ce qui n'est pas prévu dans la loi de 1905, qui serait une police du vêtement, qui serait une mise en tension. Mais moi je le dis à nos concitoyens, la question aujourd'hui, pour la question de la République et de la dangerosité de remettre les fondements de la République, c'est plus le séparatisme scolaire, c'est plus le séparatisme social, c'est les inégalités qui explosent, plutôt que le fait qu'une partie de nos concitoyens veulent afficher leur foi. Voilà, c'est pas là que se niche le terrorisme. La loi ne fait rien contre le terrorisme. Donc méfiez-vous, je leur dis, méfiez-vous de tous ceux qui vous amènent comme ça à discriminer, à diviser la population. Moi, c'est le message que j'ai voulu passer. Une dernière question, Éric Coquerel. Les députés PS voteront mardi à l'Assemblée nationale contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Vous positionnez comment ? Nous sommes contre la prolongation de l'état d'urgence. On a voté contre, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je pense que la solution n'est pas d'avoir des états d'urgence, des couvre-feux. J'ai dit tout à l'heure, il faut imaginer un autre système de société. Et l'état d'urgence est un état d'exception dans la démocratie. Que je sache, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans une lutte par rapport à un virus qui nécessite une adhésion de la population. Ça ne se passe pas par des états d'urgence qui sont malheureusement aussi parfois pratique pour un gouvernement pour imposer des mesures autoritaires, et celui-là est assez spécialiste dans le genre. Merci beaucoup. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup.